Nous vous avons réunis aujourd'hui pour aborder avec vous le sujet du pilotage des filières déchets dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. L'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous partager les ressources qui sont à votre disposition, mais aussi des outils très opérationnels qui vont pouvoir vous accompagner dans le pilotage de ces filières. On n'a plus le son, Elodie. Merci. OK. Alors, il s'est désactivé tout seul. Vous avez entendu quand même ce que je venais de dire? Oui? Oui? OK. Merci. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc, le programme qu'on vous propose cet après-midi, c'est d'aborder dans un premier temps les principales orientations du nouveau guide national sur les DASRI. Donc, il y a un webinaire voilà, dédié à ça qui a été proposé par les différents ministères au niveau national. L'idée, c'est pas de revenir sur l'intégralité, mais voilà, de peut-être présenter les principales orientations. Puis nous aborderons un temps sur l'évaluation du risque infectieux associé à la manipulation des déchets présenté par le docteur Nathalie Fleuret-Bassissi du CEPIAS. Puis donc une présentation des différentes filières déchets en Bourgogne-Franche-Comté. L'idée, c'est de pouvoir savoir comment les identifier sur vos territoires. Et ensuite, on verra des outils plus opérationnels, un outil national, enfin même deux finalement, une plateforme dédiée au pilotage des filières déchets et un outil d'autodiagnostic qui s'appelle Score des déchets, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, qui sera présenté par Nathalie Levin de la NAP et un programme très spécifique à notre région qui s'appelle le programme Reset, pour lequel un volet sur la gestion des déchets s'est développé ces dernières années, avec notamment le portage de cette thématique par le RECA. Et donc, ce sera présenté par Inès Bourotte-Laroche. On terminera donc par des retours d'expérience en région, notamment l'accompagnement que peut proposer le JPDAS, présenté par Julien Triquet, la collaboration qui se construit avec les opérateurs des différentes filières en aval présentée par le docteur Muriel Lecoq du CHU de Châlons sur Saône et un exemple de mobilisation des partenaires internes et externes dans la gestion des déchets présenté par Aurélie Bouchera du CHU de Besançon. Et puis nous dédierons quand même un temps certain, je l'espère, pour pouvoir échanger de manière plus globale sur l'ensemble de ces informations qui vous seront présentées cet après-midi. Je vais donc, alors je n'ai pas forcément la visibilité sur la conversation, mais au besoin, je laisse ma collègue Sandrine Allaire voilà, me faire un signe ou prendre la parole si besoin. C'est tout bon? Bon, je démarre. Hop. Alors, la présentation des principales... venir, ça ne dérange pas. Tu peux demander à Cathy si elle peut venir vers moi, s'il te plaît. On vous entend, votre micro Merci est beaucoup. ouvert. Merci. Je sais. Salut. Bon. Alors, la présentation des principales orientations du nouveau guide national. Juste déjà un point de contexte que je pense que voilà, vous avez forcément en tête. C'est que tout d'abord, le précédent guide était relativement ancien, puisqu'il datait de 2009, et que les pratiques professionnelles aujourd'hui avaient quand même nettement évolué, que de nombreux centres hospitaliers, établissements médico-sociaux avaient initié des démarches très intéressantes de réduction des gisements, d'amélioration des pratiques de tri. Et donc, c'était l'occasion de pouvoir voilà, repartir de ces initiatives et de pouvoir actualiser ce guide. Le deuxième objectif lié à cette actualisation, c'est de pouvoir inscrire finalement la gestion des déchets dans une démarche d'économie circulaire et de réduction de l'impact environnemental, comme cela est demandé aujourd'hui dans les objectifs de planification écologique du système de santé. Et c'est notamment l'objectif 4 de la feuille de route. Et c'est la raison pour laquelle, pendant... Excusez-moi, on vous entend. Ah voilà, merci. C'est la raison pour laquelle
de nombreux experts se sont réunis sur quand même plusieurs années, hein, depuis 2022-2023, pour pouvoir justement s'accorder sur un contenu d'actualisation. Donc, ce sont des services ministériels, mais aussi des ARS, des fédérations hospitalières, des professionnels de santé libéraux et également des acteurs de la filière en charge de la collecte et l'élimination des déchets, pour avoir une vision la plus exhaustive possible du déchet, de sa production jusqu'à son élimination. Et tout ça, évidemment, pour un objectif général de pouvoir ajuster les protocoles de gestion des déchets aujourd'hui dans les établissements en s'appuyant notamment sur ce guide. Donc, je n'ai pas dit en introduction, mais on vous proposera bien sûr les supports de présentation. Et donc, sur chacun des supports, vous avez des liens pour pouvoir accéder aux documents le cas échéant. Alors, un rappel tout de même de la définition des DASRI, qui, elle, n'a pas changé en tant que telle, hein, la définition du Code de la santé publique, de l'article R1335-1, qui rappelle que les déchets d'activité de soins donc, sont ceux qui sont issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement dans le cadre de la médecine humaine et vétérinaire, et que sont soumis à la catégorisation d'ASRI ceux qui soit présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines dont on sait ou qu'on suppose fortement que, par la nature, leur quantité ou leur métabolisme, ils sont à l'origine de maladies chez l'homme ou chez les organismes vivants. Donc, première catégorie, le volet risque infectieux. Et puis, la deuxième catégorie, c'est celle qui correspond aux déchets par sa nature propre, qui soit d'ailleurs qu'il ait un risque infectieux ou non. Donc, ce sont tous les matériaux piquants ou coupants, les produits sanguins à usage thérapeutique et puis les déchets anatomiques humains non aisément identifiables. Voilà, donc ce volet-là aujourd'hui n'a pas changé d'un point de vue réglementaire. C'est d'ailleurs le cas aussi hein, pour tous les arrêtés qui sont en lien avec le conditionnement, l'entreposage, le transport, ils sont toujours effectifs. Hein. Donc l'aspect purement réglementaire est maintenu. Mais le guide va venir apporter un certain nombre de définitions pour faciliter en tout cas l'application, la compréhension de certains termes. Et c'est le cas par exemple pour le risque infectieux ou sur l'avis du Haut Conseil de la santé publique. Aujourd'hui, il propose de définir un déchet à risque infectieux comme étant celui qui provient ou a été en contact avec un foyer infectieux avéré avec signes cliniques locaux, voire généraux ou suspectés, d'une multiplication active d'agents biologiques pathogènes, donc groupe 2 ou 4, ou un déchet d'activité de soins qui a été imprégné de sang, de sécrétion ou d'excrétion avec risque d'écoulement. Et la notion de risque d'écoulement est également précisée dans le guide. Un point important, mais qui est toujours effectif, hein, qui n'est pas attrait forcément à ce guide, mais c'est l'évaluation du risque infectieux repose évidemment sur le producteur du déchet d'activité de soins qui donc peut évidemment s'appuyer sur l'évaluation clinique du patient et ou sur un diagnostic par un prélèvement microbiologique. Ensuite, donc, pour faciliter, je dirais, l'orientation des DASRI, le guide donc, a proposé un arbre décisionnel qui s'appuie sur les caractéristiques que j'ai précédemment citées, à savoir déjà si ça fait partie des matériaux qui de facto vont en DASRI, les objets perforants, tranchants, coupants, donc les déchets anatomiques, les produits sanguins. Si c'est le cas, ça va en DASRI. Sinon, est-ce qu'il contient aujourd'hui un sang ou un liquide biologique? Si c'est pas le cas, ça peut suivre donc des filières de déchets d'activité économique autres. Si c'est le cas, est-ce qu'il y a un risque d'écoulement? Si oui, ça va en DASRI. Sinon, on pousse l'évaluation sur le côté risque infectieux. En allant évaluer si ce déchet a été en contact avec une zone où on suspecte une multiplication active d'agents biologiques pathogènes. Donc, et en fonction, on oriente en DASRI ou non.
Une nouvelle définition aussi a été introduite dans ce guide, c'est celle des DAE autres, pour déchets d'activité économique autres que les déchets d'activité de soins à risque. Donc, sont exclus du coup les DASRI, les déchets à risque chimique ou toxique et les déchets à risque radioactif. Mais on inclut du coup dans cette catégorie-là tous les autres types de déchets, alors qu'ils soient dangereux comme les piles ou les équipements électriques qui dans ces cas-là suivent une filière spécifique, ou les déchets non dangereux que voilà qu'on rencontre dans n'importe quelle activité économique, papier, carton, plastique, métaux, verre, etc. Mais on verra par la suite évidemment qu'il y a certaines spécificités liées à vos activités. Là, sur ce point, évidemment, une notion importante qui est demandée dans le cadre du guide et bien sûr dans le cadre de la planification écologique en santé, c'est de pouvoir autant que possible réutiliser ce qui est réutilisable, sinon à défaut de pouvoir le recycler ou encore le valoriser pour pouvoir récupérer peut-être voilà, une énergie, etc. Enfin, en tout cas, de pouvoir redonner une seconde vie ou de valoriser ce déchet. Et enfin, évidemment, sinon, de l'éliminer directement via les exutoires ad hoc. Et puis enfin, un petit rappel sur la responsabilité du professionnel producteur. Donc cette responsabilité, elle s'appuie sur Code de la santé publique et Code de l'environnement, avec évidemment dans un premier temps la notion de production de déchets. Donc tout producteur ou détenteur de déchets, eh bien c'est à lui que revient la responsabilité de caractériser ces déchets et notamment ça, évaluer les risques pour savoir s'il y a un caractère dangereux ou non. Donc c'est vraiment le volet d'évaluation dans le code de l'environnement. Dans le code de la santé publique, il y a évidemment la notion de déchets d'activité de soins pour lequel toute personne qui les produit est tenue de les éliminer. Et puis dans le code de l'environnement, on rappelle que tout producteur ou détenteur de ces déchets est tenu euh, d'en faire assurer la gestion et notamment jusqu'à l'élimination de ce déchet. Et donc, on est tenu tout de même d'avoir une vision et une responsabilité, évidemment, sur l'élimination de ce déchet jusqu'au bout, même si celui-ci suit une filière de revalorisation ou de recyclage. Voilà. C'était un point très rapide, hein, 10 minutes, j'ai respecté les délais. Alors, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions dans le chat. De toute façon, on a un temps d'échange à l'issue s'il y a besoin. Et oui, les supports de présentation vous seront transmis, bien entendu. C'est tout bon pour vous? Bah, parfait. Moi, je vais laisser la parole à Nathalie Floré pour le CEPIAS. Merci. Bonjour à tous. Voyez-vous ma présentation? C'est parfait. Nickel. Alors, l'évaluation du risque infectieux associé à la manipulation des déchets, elle est importante parce que c'est le rationnel sur lequel, en fait, on va pouvoir guider les mesures de prévention pour protéger, en fait, les professionnels. Donc, sur cette première diapositive, je voulais reparler de celle-ci et puis les deux suivantes de définition sur ce qu'est le danger, le risque, la perception du risque et l'évaluation du risque. Alors, par analogie, et avant de parler risque infectieux, prenons l'exemple en fait d'un véhicule. Un véhicule, en fait, c'est un danger parce que il peut causer un dommage à la santé. L'accident, lui, c'est le risque. Et c'est une probabilité que ce véhicule puisse causer un dommage et porter atteinte à la santé d'une personne. Et puis, il y a un certain nombre d'expositions, traverser la route sans regarder à droite à gauche, et ainsi de suite. À côté de ce danger, ce risque, il y a la perception du risque. Ça, c'est l'idée en fait que je fais chaque personne finalement face à une situation en fonction de son expérience personnelle, du groupe auquel il appartient. Il va plus ou moins percevoir et prendre conscience du risque et des impacts que ce danger peut avoir sur sa santé. Et puis, il va se questionner en fait sur les barrières qu'il va pouvoir mobiliser
soit pour atténuer ce risque, soit pour le maîtriser complètement. Et puis, à la fin, il va décider en fait d'une stratégie selon sa perception du risque, en fonction en fait de ce qu'il est prêt à consentir comme effort et le bénéfice attendu pour agir. Ça, c'est quand on parle en fait de quelque chose qui est visible et la réflexion, elle est identique, mais quand on passe sur le risque infectieux, en fait, c'est encore plus compliqué parce que on passe du visible à l'invisible. Et quand on sait que certaines personnes continuent à traverser une route alors qu'un véhicule est en vue, on peut tout à fait imaginer que la perception du risque, quand on ne peut pas voir en fait quel est le danger, peut être compliqué en fait à réaliser. Donc, sur quoi va-t-on se baser finalement pour évaluer le risque dans le cadre de la gestion des déchets? La pierre angulaire de cette évaluation du risque, elle repose en fait sur la chaîne épidémiologique qui est la mécanique de propagation d'un micro-organisme. Pour tout agent infectieux, il vit dans un réservoir qui est soit humain, animal, environnemental, eau, air, surface. Il va pouvoir être transmis à une personne exposée, qu'on appelle hôte, par une porte d'entrée, cutanée ou muqueuse, avec un mode de transmission soit direct, contact respiratoire, ou indirect. Et puis, alors, pas pour les déchets, mais sachez qu'il y a aussi une transmission verticale de la mère à l'enfant. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va être en capacité, et notre objectif va être de casser, en fait, cette chaîne de transmission pour que cet agent infectieux ne puisse pas en fait exposer l'hôte. Alors tout l'enjeu est d'apporter une aide à la décision pour optimiser la gestion d'un déchet par un professionnel, avec d'un côté la perception que celui-ci se fait du risque auquel il est exposé et qu'il encourt et qui va engager sa posture et l'ajustement de sa pratique, et nous, on va avoir à aider ce professionnel à savoir identifier les situations à risque infectieux, connaître les différentes mesures de prévention qu'il peut mobiliser, qu'il puisse savoir mettre en place chacune de ces mesures de prévention, chacune de celles-ci s'appuyant en fait sur le rationnel de la chaîne de transmission épidémiologique des micro-organismes, en s'appuyant sur la démarche d'évaluation du risque. Alors nous, notre enjeu, bien évidemment, c'est l'enjeu sanitaire qui est développé ici. Je n'aborderai pas les enjeux environnementaux et économiques. Donc pour ce faire, dans le cadre de la gestion des déchets, et c'est un peu par analogie à ce que l'on fait dans le cadre des précautions standards, l'idée en fait est de se questionner pour savoir si toute manipulation de déchets pour tout professionnel, quel que soit son lieu d'exercice, qu'il soit producteur de soins et ou en charge de la gestion des déchets, donc depuis la production tout au long de la filière jusqu'au traitement final, est porteur de risques infectieux ou pas. Et dans ce contexte, on va s'appuyer en fait sur un certain nombre de déterminants du risque associé à la manipulation des déchets, qui sont les suivants. Donc, quel est le matériel auquel on risque d'être exposé? Donc, le sang et globalement tout liquide biologique, les excrétas, les vomissures, les urines. Quelles sont les expositions à risque? Coupures, piqûres, projections. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme micro-organisme qui est susceptible, en fait, d'impacter sur le risque infectieux, c'est-à-dire le type de micro-organisme, la température, l'hygrométrie, matière organique et inoculum, chacun de ces facteurs impactant du coup sur le risque associé en fait à ces déchets. Alors sur la slide à droite, vous avez des exemples de survie de micro-organismes sur surface sèche, et vous voyez que ça dépend du type de micro-organisme, selon les virus, s'ils sont fragiles ou pas fragiles, donc nus et enveloppés. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments finalement qu'il va falloir prendre en compte dans cette démarche d'évaluation du risque pour finalement retenir, et c'est un peu ce que l'on dit dans le cadre des précautions standards, ce qui est capital en fait, et là encore je reviens sur tout professionnel, quel que soit leur lieu d'exercice, qui produisent, qui gèrent jusqu'au traitement final des déchets, c'est de se protéger et de mettre en place un certain nombre de mesures barrières
pour maîtriser le risque infectieux, et ça passe par 3 grands volets: la vaccination, la juste utilisation des équipements de protection individuelle et le tri adapté. Alors la vaccination, bien évidemment, la vaccination contre l'hépatite B, qui est réglementaire pour un certain nombre de professions, mais l'évaluation doit être réalisée pour d'autres professionnels qui, dans le cadre de leur formation initiale, ne sont pas soumis à cette obligation vaccinale. Le port de masques, de gants pour éviter les piqûres, les coupures, masques et lunettes de protection pour les projections, et le tri au plus près avec l'utilisation d'un contenant adapté, en respectant bien évidemment les filières de tri et la réglementation. Et quand on parle des DASRI de manière singulière, et notamment pour les piquants, coupants, tranchants, c'est toute la bonne gestion également des collecteurs dont on doit bien activer la fermeture définitive une fois en fait que le collecteur a atteint son niveau maximum. Donc en termes de protection des professionnels, voilà en fait les différents éléments stratégiques qu'il faut mobiliser en fait dans le cadre de la prévention du risque infectieux associé à la manipulation des déchets. Je vous remercie. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui souhaitent réagir, poser une question? Non. Alors, on poursuit. De toute façon, il y aura l'occasion à l'issue des présentations de pouvoir s'exprimer. Merci encore. Alors, je vous propose de poursuivre avec l'identification des filières déchets. Hop, je partage mon écran. Voilà. Donc, chaque établissement aujourd'hui est forcément différent puisque vous avez des activités de soins différentes, vous n'avez pas forcément les mêmes contraintes structurelles et organisationnelles. Chaque établissement forcément a une localisation géographique différente, donc du coup n'a pas forcément accès aux mêmes exutoires, aux mêmes filières de valorisation des déchets, etc. Et donc, c'est un travail d'identification des filières qui doit se faire à l'échelle de l'établissement et au regard évidemment de votre localisation géographique. Voilà. Donc tout d'abord, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir identifier les filières déchets que vous êtes susceptibles de pouvoir solliciter au sein de vos établissements. Donc sur la filière DASRI, les établissements sanitaires médico-sociaux, voilà, vous avez l'habitude, vous avez des conventions avec les prestataires. C'est une filière qui est bien structurée. Pour les déchets à risque chimique, toxique et radioactif, pour information, donc il y a un second tome qui devrait paraître plus spécifiquement sur ces déchets-là. Et puis ensuite, pour les déchets d'activité économique autres, eh bien, vous avez un certain nombre de filières existantes, nationales ou régionales, qui existent, que vous pouvez solliciter. Donc, pour tout ce qui est équipement électronique, vous avez la collecte des déchets d'équipements électroniques, électriques, électroniques. Vous avez aussi, depuis récemment, Dastri qui a constitué une filière pour récupérer les DASRI électroniques, donc notamment les appareils, pompes à insuline, etc., qui du coup ont une composante électronique dans leur configuration. Et puis pour tout ce qui est déchets non dangereux, vous avez un certain nombre de filières déjà existantes, et notamment des filières à responsabilité élargie de producteurs, les filières REP, pour lesquels des éco-organismes se constituent et s'organisent pour pouvoir structurer les filières sur les territoires et pouvoir récolter ces catégories-là de déchets. Donc, il y a la loi AGEC qui a notamment obligé le tri de certains déchets, papier, carton, métaux, plastique, verre, etc.
donc avec des filières bien établies. Juste une attention particulière pour avoir suivi quelques établissements. Certains de vos plastiques ou certains types de verres, eh bien, ne sont pas forcément recyclables. Donc, il est intéressant de pouvoir prendre contact avec l'organisme qui gère la filière pour lui présenter le type de plastique, le type de verre que vous avez et de pouvoir voilà, identifier ceux qui peuvent récupérer ou non. Et donc, il y a notamment aussi plusieurs initiatives aussi sur tout ce qui est biodéchets, déchets verts, etc. Voilà. Alors, les filières à responsabilité élargie producteur en France, on en dénombre 19 aujourd'hui. Certaines sont à venir. Alors, vous en connaissez certainement un certain nombre déjà, rien que d'Astri, mais c'est pour les Dastri, pour les patients en autotraitement. Mais voilà, il y a aussi tout ce qui est équipement électrique, électronique, les piles, les médicaments, les dispositifs médicaux perforants, j'en ai parlé. Ce qui peut être aussi intéressant pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, c'est la filière textile sanitaire qui ne devrait plus tarder et voilà, qui pourrait être intéressant pour tout ce qui est drapage, sur blouse, lingettes, etc. Voilà, donc c'est ces filières qui sont déjà constituées et que vous pouvez bien entendu solliciter pour éliminer certains de ces types de déchets. Par ailleurs, vous avez à l'échelle régionale ce qu'on appelle le PRPGD, c'est le plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui est géré par la région directement et qui permet de recenser alors, un petit peu toutes les filières dont on dispose sur la région. Ça a bien sûr pour objectif dans un premier temps de planifier et de coordonner toute la prévention, la gestion des déchets. Mais voilà, pour pouvoir avoir une vision suffisamment éclairée sur la région des différentes filières existantes et des différents exutoires, ça vous permet voilà, assez facilement de pouvoir vous localiser et voir quel type d'exutoire vous avez à proximité. Donc, par exemple, si on prend le Doubs, on voit que sur le Doubs, il y a plusieurs unités d'incinération d'ordures ménagères donc avec voilà, des possibilités d'incinération relativement proches, ce qui n'est pas le cas par exemple de la Saône-et-Loire, où il n'y a aucun incinérateur à déchets ordures ménagères, tout part à l'enfouissement, donc pour des installations de stockage de déchets non dangereux. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on fait l'évaluation du risque infectieux et qu'on va chercher à l'apprécier avec l'intégralité de la filière du déchet, donc jusqu'à son élimination. Donc ce sont des informations qui sont évidemment importantes. Petite information que je pense que vous savez, mais aujourd'hui en région, on n'a qu'un seul incinérateur qui accepte les dasseries, c'est celui de Dijon, hein. Voilà. Deuxième carte que je vous propose, c'est une carte qui a été réalisée par Alter dans le cadre d'un observatoire dont que je vous présente juste après. Mais ça vous permet aussi de pouvoir visualiser la localisation des centres de tri, des plateformes de compostage, des méthaniseurs et donc un certain nombre de structures de valorisation des déchets. Alors, vous avez la possibilité également sur le site de Géorisque de pouvoir identifier par secteur géographique toutes ces installations qui sont des installations classées et donc on peut facilement identifier en faisant une recherche sur le type d'installation. Ensuite, vous avez donc à l'échelle régionale l'opérateur qui s'appelle Alter et qui a mis à disposition sur son site un annuaire régional des acteurs de l'environnement. Donc, c'est un annuaire très général, mais sur lequel vous voyez en fait sur l'extrait photo que vous pouvez sélectionner dans les thèmes la catégorie déchets, ce qui vous permet de localiser autour de votre établissement les différents acteurs qui sont en lien évidemment avec la gestion des déchets pardon, autour de votre établissement. Donc là, c'est plutôt une entrée par acteur plutôt que par filière ou structure.
mais c'est tout aussi intéressant de pouvoir avoir cette possibilité de recherche. Ensuite, vous avez alors cette fois-ci un guide très exhaustif, mais malheureusement qui n'existe que de façon papier, qui n'est pas encore dématérialisé. Et donc, c'est un guide qui a été élaboré par le Syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines et qui recense toutes les filières déchets et tous les opérateurs pour chacune des filières déchets. Donc aujourd'hui, comme c'est un guide papier, nous avons donc proposé au RECA, dans le cadre de son accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux, de pouvoir en disposer pour vous mettre à disposition les informations qui y figurent. Donc vous pourrez solliciter le RECA pour avoir des éléments de contenu vis-à-vis de ce guide. Toujours par rapport aux opérateurs déchets, sur la région, vous avez un observatoire des déchets et de l'économie circulaire qui est là aussi porté par la région et qui donc met à disposition un certain nombre de cartes dont je vous ai présenté une précédemment, mais aussi des guides plus spécifiques selon le type de traitement, avec, par exemple, là, je vous ai pris l'exemple du traitement des déchets non dangereux, non inertes, où, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de recensements et d'éléments d'activité sur les centres de tri, les méthaniseurs, les plateformes de compostage, voilà, etc. Et puis enfin, en termes d'outils très pratico-pratiques, mais aussi en termes d'accompagnement de proximité, eh bien, vous avez deux dispositifs qui existent, un dispositif national et un dispositif régional. Le dispositif national, c'est celui qui est porté par la NAP et qui va vous être présenté juste après, notamment sur la plateforme qui permet de piloter ces filières déchets pour tout établissement sanitaire et médico-social, avec l'outil d'autodiagnostic qui est vraiment intéressant et pertinent et voilà, très didactique, très pratique avec des fiches par thématique, par type de déchets, etc. Et puis plus spécifiquement sur la région, vous avez le programme RESET pour Réseau des établissements de santé en transition, que vous connaissez peut-être par ailleurs parce que initialement c'était un programme très transition énergétique, mais qui a vraiment vocation à s'étendre sur tous les pendants du développement durable, entre autres, et de la planification écologique en santé. Et donc, nous aurons évidemment la présentation de Madame Bourotte-Laroche sur ce point, donc je ne m'avance pas plus, mais un programme voilà, régional d'accompagnement des établissements sur le volet déchets. Voilà, je vous remercie. Il y a quelques... Pardon. Vas-y, dis-moi, Bonjour, Sandrine. bonjour, juste pour dire qu'il y a quelques questions. Du coup, est-ce qu'on y répond maintenant ou est-ce qu'on attend après? On peut en faire une ou deux éventuellement et puis sinon on prendra le reste après. D'accord, donc il y avait quelqu'un qui avait juste demandé qu'on rappelle ce que signifie l'acronyme REP, donc bon, j'ai répondu. Il y D'accord. a Christelle Colette qui remarque que dans, dans la diapositive avec les différentes filières, les DASRI E étaient dans les DAE autres que DASRI. Du coup, il y a peut-être un. Est-ce qu'on peut Ah revoir oui, le. oui. Et Alors, a priori, ils font faire partie du tome 2, donc peut-être que c'est peut-être. alors ça fait partie, enfin, effectivement, ce sont des DASRI avec une composante électronique. Donc, on peut effectivement les classer dans la catégorie DASRI. Mais c'était juste pour indiquer que, ils prenaient pas la filière habituelle des DASRI collectées voilà, par les opérateurs habituels, mais que du coup, il y avait une filière spécifique. Mais oui, ils sont considérés comme des DASRI électroniques parce que en contact avec des liquides sanguins notamment. Et puis, juste une dernière question, c'est Isabelle Perrault qui gère un SIAD et qui demande si il existe des guides ou des procédures ou des conseils pour les DASRI utilisés au domicile des usagers. Alors, je peux prendre la parole. Bien Côté sûr. CCAS BFC, un document, une plaquette a été formalisée pour l'hospitalisation à domicile, mais dans l'absolu, c'est des outils supports qui peuvent être mobilisés. Et puis, plus largement au niveau national, dans le cadre de la mission nationale Primo, il va y avoir des outils spécifiques développés en 2026 et probablement pour la gestion des déchets également.
Mais il y a déjà l'outil HAD qu'on peut télécharger sur le site du CEPIAS sur l'onglet spécifique de l'hospitalisation à domicile et qui prend en compte, bien évidemment, les nouvelles recommandations. Merci Nathalie. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a encore une nouvelle question du coup? Je sais pas. J'ai vu effectivement qu'il y avait une question sur le verre Le verre, médicamenteux. ouais. Donc, c'est très établissement dépendant et aussi en fonction des filières de recyclage qui existent. Mais peut-être qu'on peut reprendre cette question à l'issue parce que, me semble-t-il, il y avait une fiche spécifique sur la plateforme de la NAP. Mais voilà, je Tout à mets cette fait. question en suspens. Voilà, il y a bien Je une fiche. confirme. Merci. Voilà. Je Donc, je vous confirme. laisserai peut-être juste le signifier à ce moment-là, si ça Pas de vous souci. dérange pas. Bah, attention, c'est à vous que je laisse la parole. Alors, je vais du coup partager mon écran. Vous me dites si c'est OK. C'est tout bon. Vous pouvez mettre projeté en diaporama. Voilà, parfait. Merci. C'est bon? C'est parfait. C'est parfait. Alors, du coup, je vais répondre à la question au fur et à mesure. Vous allez voir. On va aborder du coup le verre médicamenteux, bien sûr. Donc, juste déjà un petit rappel. Chaque année, le secteur sanitaire et médico-social produit 700 000 tonnes de déchets, dont 116 000 tonnes d'acier. Pour les établissements, donc, vous l'avez compris, la gestion des déchets, elle relève parfois du parcours du combattant parce que ça implique pas mal de défis logistiques, réglementaires et puis financiers. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est que les déchets dans nos structures, ça se complique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de déchets de façon générale. Vous le savez, hein, les déchets à l'hôpital viennent bien souvent de l'activité de soins, mais il y en a certains qui sont dangereux, par exemple les pansements contaminés, les produits chimiques, les produits dangereux, les produits radioactifs. On a également d'autres déchets qui sont piquants, tranchants, mais les déchets à l'hôpital, ce n'est pas uniquement des déchets de soins, c'est aussi des déchets, on va dire, d'un restaurant, comme les biodéchets, les emballages de restauration, les huiles alimentaires. On peut aussi assimiler les déchets d'un hôpital à des déchets d'un hôtel, parce que il y a des matelas, il y a des draps, il y a des textiles. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Et puis, ça peut aussi être, on va dire, associé à des déchets d'entreprise, comme le papier, le carton, les cartouches d'encre, le mobilier. Et donc, un établissement, il peut être à la pointe sur certaines filières, mais plutôt en quête de solutions sur d'autres. Et donc, l'objectif de la NAP, c'était de vous accompagner de façon pratique et opérationnelle et ainsi, du coup, répondre aux enjeux de la transition écologique. En 2024, du coup, on s'est penché sur les outils qui étaient mis à disposition des établissements de santé. Et dans le cadre de notre feuille de route, planification écologique du système de santé, la NAP a mis à disposition donc en ligne une plateforme pour guider les professionnels dans la gestion des déchets autour de 7 étapes. Cette plateforme est complétée 2 fois par an par rapport à la réglementation et surtout par rapport aux nouveautés. Alors, je vous propose du coup de vous guider. Alors, la gestion des déchets en milieu hospitalier, c'est crucial pour assurer bien sûr la sécurité sanitaire, mais aussi environnementale. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à penser le déchet avant sa production. Et donc, on va dire l'anticipation, c'est un peu la clé pour trouver, on va dire, des solutions optimisées qui vont du coup permettre de réduire aussi les coûts financiers et de se mettre en conformité, bien sûr, au mieux en fonction des ressources. Alors la première étape que l'on propose du coup sur la plateforme de la NAP, c'est la réduction des déchets à la source. Donc pour celles et ceux qui vont passer en certification de la Haute Autorité de Santé, on nous demande justement un critère qui porte sur la réduction des déchets à la source. Donc, vous le savez, les déchets les moins polluants, pardon, sont ceux qu'on ne produit pas. Et donc, la NAP vous propose une infographie sur les 20 actions gagnantes pour réduire durablement vos déchets. C'est plutôt un pense-bête, hein, mais ça peut être aussi affiché à l'intérieur des services de soins pour une appropriation au mieux.
Donc, vous le voyez dans l'étape numéro 2, donc là, on va faire un focus sur un outil qui s'appelle un autodiagnostic score DD déchets. C'est un autodiagnostic qui va être uniquement, on va dire, c'est un autodiagnostic uniquement sur la thématique déchets. Donc, vous avez 11 enjeux, 18 questions et au total 124 points d'évaluation. À l'issue de cet autodiagnostic, vous avez l'outil qui va générer automatiquement un plan d'action personnalisé en fonction du coup des réponses que vous avez apportées. Ce plan d'action, c'est un tableur Excel que vous pouvez télécharger et compléter en ajoutant d'autres actions que vous auriez envie de mentionner en plus. Donc, en gros, vous avez toutes les cartes pour pouvoir avancer. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'articulation. C'est-à-dire que concrètement, on a créé au départ un outil qui s'appelait ScoreDD, c'est-à-dire qui va couvrir l'ensemble des thématiques du développement durable. Et puis après, on en a fait un focus spécialement sur la réglementation. Et puis après, un dédié sur l'alimentation, et un sur les achats, et un sur les déchets, sur l'énergie, sur le système informatique, sur la qualité de vie au travail. Et puis, vous le voyez, donc très peu de temps, vous allez en avoir dédié sur chacun des sujets. Donc, bien sûr, score DD déchets, donc comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de télécharger dès le préambule le questionnaire pour que vous puissiez aller récupérer les informations à droite et à gauche en fonction des personnes. Donc, comme vous le voyez, il y a 11 enjeux, donc bien sûr des indicateurs du pilotage, la ressource humaine, matériel, documentaire, les formations, les évaluations, les indicateurs, etc. Donc, on s'est appuyé sur, on va dire, une démarche PDCA, donc une démarche qualité pour couvrir l'ensemble du coup des points sur les filières déchets. Pour les personnes qui sont les plus aguerries, on va dire en 30 minutes, le questionnaire peut être rempli et donc vous avez votre plan d'action. Pour les autres, on peut aller jusqu'à 1h30 de remplissage. Donc voilà, il faut que vous le sachiez, mais ça va vous donner du coup une version complète sur la totalité du coup des circuits. Donc bien sûr, c'est relativement simple. On va vous demander de vous identifier, de créer un compte avec un identifiant et un mot de passe. Vous le choisissez, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc, vous allez mettre votre numéro de finesse géographique si vous en avez plusieurs. Et puis, de là va s'ouvrir un certain nombre de questions. Et puis, vous allez du coup remplir au fur et à mesure en fonction de votre maturité. Donc là, vous le voyez, vous allez être obligé d'attendre à peu près 15 minutes. Et au bout des 15 minutes, vous allez avoir enfin vos réponses avec, on va dire, sous forme de diagramme, radar qui vous permet du coup tout de suite de voir quels sont vos points sur les 11 enjeux, quels sont les points. Alors, c'est un exemple, hein, bien sûr, que je vous présente, sur lequel vous êtes en force ou éventuellement à adapter. Et puis, vous le voyez, vous allez avoir ensuite on va dire un plan d'action ou donc bien sûr la question, votre réponse, votre plan d'action, et puis le lien vers des fiches sur la plateforme pour vous faire gagner un petit peu de temps. Donc, je reviens du coup sur la plateforme. Sur l'étape numéro 3, donc, ce sont des fiches réglementaires. Donc, vous avez, on va dire, de nombreux textes de loi qui régissent, on va dire, le sujet des déchets. Et on a voulu, sous forme de petits guides en 7-8 pages, vous résumer quelles sont les lois, mais surtout aussi les sanctions pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver dans la jungle des réglementations et ainsi garantir votre conformité. Donc, sur l'étape numéro 4, nous allons un petit peu plus loin sur l'opérationnalité. Donc, par exemple, vous avez une fiche. Qu'est-ce que reprend une fiche de poste d'un responsable déchets? C'est un établissement qui nous a posé la question, on l'a créé et on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir le mettre à disposition de l'ensemble du coup des établissements. Vous y trouverez également une checklist qui va vous permettre du coup d'évaluer et de suivre en un clin d'œil votre plan d'action. Vous y trouverez également donc 2 inventaires en fonction de votre profil, si vous êtes un établissement sanitaire ou médico-social, comme
comme on le disait précédemment, vous n'avez pas tous les mêmes filières de déchets et donc on vous a regroupé par priorisation. On s'appuie sur l'impact environnemental et les quantités, bien sûr, les volumes que des établissements peuvent avoir. Alors, on arrive à l'étape numéro 5 qui est j'active les leviers d'économie, pardon. Bah, vous l'aurez compris, on va dire le volet financier, c'est un peu le nerf de la guerre. Et donc, vous trouverez sur cette plateforme à peu près 100 financements qui sont en lien avec la transition écologique. Donc, c'est assez simple. Vous choisissez votre nature de projet, donc en l'occurrence aujourd'hui la gestion des déchets, et va s'ouvrir des fiches qui sont des résumés de financements que l'on peut trouver, par exemple l'ADEME ou autre. Vous pouvez également trouver un guide, une webconférence sur l'achat d'occasion, qui du coup vous permet de réduire bien sûr toujours et de faire des économies. Tout à l'heure, vous avez parlé donc des filières REP, hein, les filières à responsabilité élargie du producteur. Donc, on le résume à l'intérieur de cette fiche que vous pouvez voir en bas à gauche. Vous avez, pour faire extrêmement simple, quand vous achetez un ordinateur ou un lave-vaisselle, vous payez une éco-contribution. Ce montant-là est reversé à un éco-organisme qui va récupérer gratuitement vos déchets. Donc, au lieu de payer des encombrants, une benne d'encombrants, bah, vous savez qu'il existe des éco-organismes qui vont récupérer gratuitement votre mobilier, vos D3E, donc les déchets électroniques, et ainsi de suite. Donc, je vous invite à aller regarder dans cette fiche. Vous avez par filière de déchets l'éco-organisme ou les éco-organismes qui prennent en charge du coup vos déchets. Je me permets un tout petit bémol sur le textile. Vous avez Refashion qui prend le textile, mais uniquement le textile considéré, comment dire, le textile des particuliers. Donc, ça va être valable pour les EHPAD, puisque les vêtements des EHPAD, c'est considéré comme du particulier, mais tout autre textile, pour l'instant, n'est pas pris en charge par une REP. Voilà. Donc, vous y trouverez également donc, des leviers d'économie circulaire. Et puis, on vous a fait aussi une fiche dédiée sur les combustibles solides de récupération. Financièrement, c'est intéressant. Et donc, on vous invite du coup à faire des économies en regardant du coup ces fiches. Alors, on a voulu faire un focus sur ce qu'on appelle la banalisation des DASRI. Pour faire simple, ça va être on va dire un guide, mais aussi un tableur Excel qui va vous permettre, en fonction de la localisation de votre usine d'incinération, si elle est proche ou pas proche, de savoir si c'est pertinent ou pas de partir dans ce type de banalisation. La banalisation, c'est un procédé qui vous permet de détruire le risque infectieux, de broyer, on va dire, le déchet, et donc, du coup, de transformer votre DASRI en déchet ex-BAOM, pardon. Donc là, vous avez un guide, mais surtout un outil Excel qui va vous permettre, en fonction d'un certain nombre de paramètres, savoir quel est le fournisseur qui est préférable, voire aucun des fournisseurs, parce que vous avez une usine d'incinération extrêmement proche, etc. Enfin, donc, filière numéro 6, je pilote les filières. Vous avez tout d'abord une première fiche. Pareil, un établissement nous a demandé entre un container et un poids, est-ce qu'on pourrait avoir des équivalences? Donc là, bah, c'est des correspondances entre un volume et un poids. Ça peut vous permettre du coup d'avoir et de tenir un tableau de bord d'indicateur si votre prestataire ne vous donne pas un poids, on va dire, défini. Vous y trouverez pas loin de 30 à 35 fiches par filière. Donc, vous y trouverez, entre autres, par exemple, le bois, le verre alimentaire, le verre médical, qui est deux filières différentes. Et je me permets de le préciser. Pourquoi? Parce que la composition du verre n'est pas la même. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit dans des filières différentes. Donc, vous y trouverez bien sûr les plastiques, les mégots de cigarettes, le textile, les piles, le métaux, les lunettes, les appareils auditifs. Enfin, vous le voyez, les déchets de garage, d'ameublement, etc. Donc, vous voyez, la liste est relativement longue et chacune des fiches se construit exactement de la même façon.
la définition, des exemples, les obligations réglementaires, comment peut se faire la collecte, le stockage et le traitement, et enfin le code qui correspond au code du type de déchet. Donc, vous le voyez, à gauche, vous avez une fiche qui est dédiée sur le verre médical ou le verre médicamenteux, qui est une filière qui existe depuis peu en France, particulièrement dans le sud de la France, puisque vous avez un opérateur qui, du coup, transforme le verre médicamenteux en plusieurs procédés, la laine de verre et un autre procédé, c'est un broyage et c'est intégré dans le sol, on va dire des trottoirs ou des routes. Pour autant, vous allez avoir prochainement une REP qui va se dégager. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt, mais voilà, le verre médicamenteux, c'est déjà une option et peut-être on en saura un petit peu plus dans les prochains mois. Donc, vous voyez exactement toujours les mêmes procédés, des lunettes, des appareils auditifs, les fiches comme vous le souhaitez. Enfin, donc, on peut aussi vous renvoyer donc, dans le pilotage des filières vers des guides, des webinaires qui sont à disposition également. Enfin, la dernière étape de la fusée, c'est je m'inspire des autres. Donc, la NAP a repéré des initiatives à la fois performantes et innovantes sur la gestion des déchets. Et nous avons plutôt interrogé des acteurs de terrain pour obtenir leur retour d'expérience sur une filière, qui peut être les biodéchets, qui peut être le verre médicamenteux et ainsi de suite. Ces témoignages, du coup, sont rassemblés sur la plateforme nationale de bonnes pratiques, du coup, organisationnelle de la NAP. Et du coup, vous pouvez vous en inspirer, les contacter si besoin. Et pour toute question complémentaire, donc Cédric et moi, nous sommes à votre disposition à l'adresse perf, le tiré du 8, dd@anap.fr. Un grand merci pour votre présentation, pour vraiment cet outil très complet et très pratico-pratique, je trouve, pour les établissements. Est-ce on peut peut-être prendre une ou deux questions, Sandrine? Oui, alors dans les questions, la première c'était une question du coup sur un déchet. Considérez-vous l'acide collecté lors d'une ponction comme un DASRI? Bon, c'était précisé qu'elle n'était pas infectée et non sanglante. Est-ce qu'on ne pouvait pas l'évacuer dans les toilettes ou un vidoir au même titre que les urines collectées dans une poche? C'est Isabelle Ambelin du CHU qui demande ça. Je sais pas. Alors, comme ça, en première intention, j'aurais dit de mémoire que la poche, comme c'est un liquide biologique, devrait suivre la filière DASRI. Mais il faudrait évaluer s'il y a un risque d'exposition en vidant la poche. Peut-être que, ouais, Nathalie, je vois que Ouais. Non vous avez infecté, ouvert le non. micro. Alors, quand on reprend, et du coup peut-être qu'Isabelle Rousseau pourra intervenir juste après pour ajuster, parce que quand on reprend en fait les fiches techniques pour les EMS, il est noté effectivement qu'il faut les éliminer dans la filière DASRI. À partir du moment où c'est non infecté, non sanglant, à mon sens, c'est à éliminer dans les vidoirs, et puis après la poche vide, éliminer dans les DAE, je ne vois pas, et c'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure, hein, finalement, quel est le risque? Je ne vois pas à cet égard de risque justifiant en fait une élimination d'ASRI, mais il y a peut-être un élément que je ne maîtrise pas qui aurait en fait conduit à cette recommandation de l'Intercepias. Il y a aussi une question Est-ce sur que tu les... veux compléter, Pardon. Isa? J'aurais répondu spontanément comme toi et je vais rechercher dans ce qui a pu être échangé au niveau de l'Intercepias. À ma connaissance, je n'ai pas eu ces éléments-là. Ça nécessiterait alors de gélifier les déchets avec des volumes aussi importants. Je vais revenir, mais à mon avis, j'aurais répondu pareil, avec la protection du professionnel attendu pour la manipulation, avec un risque de projection pour le coup. Merci beaucoup. Pour des questions très spécifiques justement sur les filières d'élimination pour des déchets voilà, très, très particuliers,
Voilà, on peut prendre les questions et puis aussi les proposer justement au groupement Intercepias si dans la perspective d'une foire aux questions. Ok, il y a une Voilà, question sur les flacons d'antiseptiques vides. Donc, pardon. Une question sur voilà, les flacons d'antiseptiques vides, où est-ce qu'ils doivent être mis? D'accord. Bon, pour moi, c'est filière classique, hein, mais enfin, déchets, ordures ménagères ou tri, enfin, si c'est du plastique. Ils sont vides, il n'y a plus de liquide dedans, au même titre d'ailleurs que des gels antiseptiques de particuliers. Alors, pardon. Ouais. Merci. Par rapport à l'intervention là sur la nappe, là, il y a une personne qui demande si le questionnaire ne fait pas double emploi avec le DAMRI. Donc, Alors, le DAMRI, voilà. c'est le document d'analyse de maîtrise du risque infectieux dans les établissements médico-sociaux. Effectivement, il y a un axe, un chapitre en fait qui traite des déchets avec un certain nombre de questions. Et c'est pareil, c'est un outil d'auto-évaluation qui est accompagné ensuite de recommandations personnalisées. Alors, si effectivement, je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Après, rien n'empêche, quand on renseigne son DAMRI, d'aller jeter un coup d'œil en fait sur ce que propose la NAP en termes de questionnement, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont plus poussées que celles qui ont été intégrées dans l'outil DAMRI. Mais voilà, après, il y avait quand même, enfin c'est pareil, Isabelle, tu peux compléter sur DAMRI, c'est quand même très poussé en termes de recommandations, mais voilà. Alors oui, je pense qu'en fait tout dépend là où est le besoin d'évaluation en fait au niveau de la structure. Les outils qui sont présentés par la NAP sont extrêmement complets et si effectivement dans DAMRI on a envisagé plusieurs des axes, on va bien évidemment pas aussi loin en fait et je pense que moi je proposerais plutôt une analyse très complémentaire, c'est-à-dire qu'en fonction de où l'EMS en est dans son pilotage de la gestion de ces déchets, est-ce qu'il questionne des organisations particulières ou etc. Moi, je pense que ça peut être tout à fait complémentaire et on peut tout à fait intégrer un axe plus travaillé avec les outils spécifiques de la NAP dans le plan d'action de DAMRI. Ça, vraiment, je pense que DAMRI, il a comment dirais-je, il a la vocation de questionner l'ensemble des thématiques en lien de près ou de loin avec le risque infectieux et de permettre à l'établissement vraiment de s'auto-évaluer sur la globalité de ces risques, mais en même temps, ce n'est pas un outil qui va permettre forcément d'aller aussi loin qu'un outil spécifique à NAP sur ce thème-là. Donc, je pense que ça peut être extrêmement complémentaire, mais l'analyse des actions déchets par le DAMRI est déjà une première évaluation, effectivement. Merci beaucoup, Isabelle. On a une question sur quelqu'un qui demande qui doit faire cette évaluation. Encore par l'évaluation qui a été présentée par Oui. Madame Lévin. La plupart du temps, on le conseille, on va dire, aux responsables logistiques, responsables des déchets. Bien sûr, pour autant, il est nécessaire c'est pour ça qu'on vous propose du coup de le télécharger en amont, puisqu'il faut aller chercher les informations auprès d'un certain nombre de personnes, comme le RH, le risque infectieux et ainsi de suite. Donc, prioritairement plutôt logistique, puisque ça reprend vraiment toutes les filières de déchets. Merci beaucoup. Oui. Et puis, voilà, juste dans le DAMRI, c'est un peu la même philosophie finalement. C'est pas simplement les professionnels de l'équipe mobile d'hygiène ou de la personne qui est en charge du risque infectieux. C'est on va aller rechercher et mobiliser toutes les personnes. C'est pas en silo, c'est en transversal et on va voir toutes les personnes en fait qui ont peu ou prou un lien avec une thématique. Donc là, les déchets, et puis ils travaillent ensemble pour documenter, parce qu'une seule personne n'aura pas toutes les informations concernant cette problématique. Tout à fait. Sandrine? juste la dernière, c'est juste une remarque. En fait, c'est la personne qui avait posé la question sur les flacons d'antiseptiques vides qui faisait remarquer que le verre médicamenteux était accepté par le Citévom. Alors, Citévom, si mes souvenirs sont bons, c'est plutôt on va dire les déchets ménagers. Et je ne sais pas si du coup, en tant qu'établissement sanitaire et médico-sociaux, on
en soit accepté. Je vais creuser l'info, mais pour moi, c'est plutôt les déchets ménagers. Des ménages, du coup, pardon. D'accord. Bon, donc à vérifier. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Inès Bourotte-Laroche, s'il vous plaît, du RECA. Inès, est-ce que vous pouvez projeter? Oui, bonjour à Parfait, tous. merci. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Vous pouvez le C'est mettre tout. Ok, en en présentation. diaporama. Ouais, merci. Tac. Voilà. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme Reset et de l'accompagnement du RECA par rapport à ce programme. Alors, le Reset, il est représenté par trois structures, le pôle énergie, le RECA et Bio-Bourgogne-Franche-Comté. Ça représente 6 chargés de mission qui sont dédiés pour vous informer et vous accompagner sur diverses thématiques. Donc, en effet, au départ, c'était quand même beaucoup plus orienté énergie, avec le pôle énergie qui était seul sur ce réseau. Mais donc, ils ont pu ouvrir, élargir en fait les thématiques avec l'intégration du RECA en 2024 et l'intégration de Bio-Bourgogne-Franche-Comté en septembre 2025. Donc, c'était il n'y a pas très très longtemps pour eux. Donc, le pôle énergie, ils sont 3 ETP pour 3 thématiques, bâtiment énergie, qualité de l'air intérieur et la nouvelle thématique qui est portée sur l'eau. Le RECA, donc sur les soins éco-responsables, la biodiversité, les déchets, l'impact environnemental du numérique, les achats durables et les transports et mobilité durable pour 0,8 ETP. Et du coup, Bio-Bourgogne-Franche-Comté qui sont sur l'alimentation durable pour 1 ETP. Donc, voilà. Donc, vous pourrez retrouver sur notre site internet une vidéo qui vous présente le réseau. Donc, les missions principales sont donc d'informer, de conseiller, de former pour certaines thématiques, d'animer et d'outiller. Donc, je vous projette une petite diapo sur en fait un peu toute notre offre. Donc, par thématique, on peut avoir de l'information, de la sensibilisation, donc par des webinaires, ce genre de choses. De la formation et journées techniques, donc là, ce sera plus ciblé sur les thématiques du pôle énergie et bio-BFC. L'animation de groupes de travail et communautés de pratique sur également la partie pôle énergie, mais aussi soins éco-responsables, achat durable et alimentation durable. De l'accompagnement collectif, donc là on entend plutôt de la mutualisation d'actions pour des projets, etc. Donc beaucoup plus aussi sur la partie bâtiment énergie, qualité de l'air et eau et alimentation. La création et la sélection d'outils et de ressources pour toutes les thématiques, des conseils individuels, donc que ce soit par téléphone ou en visio pour aussi toutes les thématiques. Et donc sur seulement les 3 thématiques enfin, du pôle énergie, un accompagnement individuel. Bon, vous l'aurez compris, on n'a pas le même nombre de TP sur les 3 structures, ce qui influence nos services possibles. Alors, pour la thématique déchets, donc j'ai fait un petit focus. Qu'est-ce qui est possible par le RECA? Donc, c'est bien sûr de l'information, de la sensibilisation, la création, sélection d'outils et ressources et des conseils au mieux, voilà, par téléphone ou visio. Et donc, c'est bien le RECA qui gère cette thématique. Donc, je voulais vous parler de quelques projets qui sont en cours d'élaboration, soit pour cette année, soit pour l'année prochaine. Donc, on est en train d'organiser une visite d'une plateforme agricole de compostage de déchets alimentaires en bout de champ. Alors, l'organisation de la visite se fait avec BioBFC, puisque là, on est sur les biodéchets. Donc, on mêle en fait la thématique déchets et alimentation durable. Euh, pour vous donner une idée, ça sera sur le deuxième semestre 2026, ça sera sur une journée complète située à Dijon. Et donc au programme, on aimerait vous proposer en fait un premier rapport théorique et réglementaire effectué par l'ADEME,
Bien sûr des échanges entre pairs, la visite d'un établissement qui pratique le compostage, et ensuite la visite d'une plateforme en bout de champ qui gère le dit compost sur une ferme biologique et d'aussi partager un repas bio et éco-responsable. Ensuite, en deuxième action qui est en cours d'élaboration, c'est justement la recherche de filières adaptées. Donc, on a compris que c'était quand même un besoin des établissements, puisqu'en 2025, nous avons effectué une enquête justement sur toutes nos thématiques pour avoir un état des lieux de la région. Donc, on aimerait proposer en fait sur un territoire cible, réaliser un groupe de travail local pour pouvoir trouver, enfin identifier des filières qui sont adaptées par type de déchets sur mon territoire. Donc voilà, c'est plus une action qui sera effectuée en 2027. Donc on vous retient au courant de tout ça, évidemment. Je pense que c'est tout pour moi. Bien sûr, rejoignez le réseau. Pour devenir membre, c'est gratuit. Vous pouvez voilà, retrouver toutes les informations sur le site internet. Il y a juste une charte d'engagement lorsque vous devenez membre du réseau afin d'être sûr quand même d'embarquer votre direction, enfin voilà, la direction des structures pour que ça ne soit pas bloquant par la suite. Voilà. Merci pour votre écoute. Et comme ça, vous aurez toutes les coordonnées pour rejoindre le réseau et nous contacter si besoin. Bien sûr, tous nos contacts sont sur le site internet du RISET pour les autres chargés de mission. Merci beaucoup pour la Merci. présentation de Reset et de votre programme spécifique déchets. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Je vous propose de poursuivre avec les retours d'expérience, en commençant par Monsieur Triquet pour le JPDAS, si vous pouvez projeter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Non, ça ne marche pas. Éventuellement, vous pouvez peut-être le transmettre pour moi, parce que j'arrive pas à le... Oui. Je regarde juste si vous avez la main. Est-ce que là, ça a changé quelque chose pour vous? Non, attendez, je vais réessayer. Alors, je recommence. Attendez. Sinon, je projette. Là, j'ai relancé. Vous pouvez me dire si c'est bon. Non, ça marche pas. C'est pas grave. Ça marche Je vous pas. laisse Eh faire. ben, il n'y a pas de souci. Je projette. C'est peut-être mon dossier qui ne veut pas. Partager. Ah, voilà, parfait. C'est tout bon? Oui. Hop. Donc, je vous Voilà. présente le JPDAS Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a un groupement d'intérêt public pour l'élimination des déchets d'activité de soins. Donc, on est créé depuis 1993. Au départ, on était uniquement sur le département du Jura et depuis 2008, on est maintenant sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a un groupement de commandes, mais on n'est pas que ça. On a aussi il y a un accompagnement qui est proposé au niveau des établissements de santé membres. Donc, la diapositive suivante. Donc, on est, encore une fois, on est un objet donc l'objet du groupement, c'est de permettre de faire face solidairement, permettre aux établissements membres donc, de faire face solidairement à leurs obligations réglementaires concernant la gestion et l'élimination de leurs déchets, tout en proposant donc une prestation d'élimination des déchets qui soit conforme avec la réglementation en vigueur, ainsi donc un accompagnement par l'intermédiaire de conseils, d'audits, de formation et de sensibilisation. Suite, voilà, donc on est lié avec les établissements membres en tant que groupement par l'intermédiaire d'une convention constitutive, donc qui est renouvelée de temps en temps.
Et on passe des marchés publics donc avec des sociétés extérieures qui proposent donc la collecte et le traitement des déchets hospitaliers, ainsi que de la fourniture, également des marchés sur la fourniture d'emballages de déchets hospitaliers tels que des sacs plastiques jaunes, cartons plastifiés, collecteurs d'aiguilles, fûts plastiques, etc. Diapositive suivante. Donc, on a à peu près 83 points de collecte répartis sur l'ensemble de Bourgogne-Franche-Comté, répartis sur fonction de 5 GHT, des groupements hospitaliers de territoire, 1 GPMS et 17 établissements hors GHT. Donc, on fonctionne sur 5 départements pour l'instant, donc 25, 39, 70, 71, 21, et je ne sais pas si j'en oublie, hein. C'est pas grave. Voilà. La suivante, donc on a un budget à peu près, donc le budget de l'année 2025 a été fixé à 1 129 000 euros. Parmi ce montant-là, on a 92,6% qui concerne la collecte et le traitement des déchets, parce qu'on sert d'intermédiaire financier entre le prestataire de services et les établissements membres. C'est-à-dire que c'est nous qui réglons les factures d'élimination des déchets tous les mois. Et ensuite, les établissements nous versent une contribution trimestrielle qui est calculée lors du budget initial, lors du calcul du budget initial sur l'année N-1, qui intègre aussi donc une part pour les frais de fonctionnement. On a à peu près entre 6 et 7% sur les frais de fonctionnement sur le montant global. Sachant qu'on a des ajustements en cours d'année qui se font au premier semestre et deuxième semestre, qui permet en fait que chaque établissement paye réellement sa part concernant l'élimination des déchets. On a le SAS, le GIP est basé sur un établissement, donc c'est adossé à un établissement de santé, donc c'est le centre hospitalier spécialisé du Jura, CHS Saint-Illy. Donc il met à disposition donc 2 postes, un poste de coordination et de conseil pour 0,8 ETP et un poste de secrétaire pour environ 0,3% ETP. Après, en termes de fonctionnement, c'est comme toute association, on a 2 assemblées générales par an, une qui vote le budget initial et l'autre qui vote le compte financier, avec un président qui est élu parmi les membres. Diapositive suivante. Donc on a ensuite concernant le plus gros travail, c'est la gestion de marché public et le suivi de la prestation. Donc on a 2 appels d'offres à peu près. Donc je disais sur le service concernant la collecte et le traitement des déchets. Donc on fait collecter des DASRI sur l'ensemble des établissements membres, des déchets. Donc on emploie encore le terme DRM, déchets assimilables aux ordures ménagères, pour une partie des établissements situés sur le département du Jura, et des déchets chimiques ou toxiques pour tout ce qui est centre hospitalier, où on va collecter tout ce qui est effluent de tomates de laboratoire, déchets cytotoxiques, etc. Donc ça, c'est des marchés qui sont renouvelés tous les 4 ans. Les établissements participent à la rédaction du cahier des charges et ainsi qu'au choix des prestataires. On tient également à ce que les établissements aient leur mot à dire. Et également, en termes qualitatifs, il y a le prix qui compte, mais pour autant, on est vraiment axé sur la qualité aussi des prestations effectuées. On fait également un suivi des prestations, c'est-à-dire avec les différents prestataires. Il y a une vérification des factures des bordereaux de suivi qui sont faits tous les mois, et on enregistre également tous les mois les poids, les coûts d'élimination par établissement, qui sont adressés ensuite à chaque établissement. Les dysfonctionnements aussi, on les gère, on met en place des pénalités en cas de dysfonctionnement rencontré avec les prestataires, et inversement aussi, quand le prestataire a un problème avec un établissement, souvent il se retourne vers le GIP, ce qui permet d'avoir le bon interlocuteur immédiatement. Et on organise là des visites de temps en temps. La dernière était à l'usine d'incinération de Dijon, justement pour voir ouverte aux établissements membres, pour voir l'installation de traitement des DASRI. Diapositive. Juste un petit point, juste avant, je vous avais mis un graphique sur la production des déchets, donc sur les 5 dernières années. 2021, c'était épisode Covid, on était à plus de 1000 tonnes. 2025, on a divisé par 2 la production, les établissements ont divisé par 2, on est descendu à 500 tonnes de DASRI, et on continue à baisser suite à l'application aussi des nouvelles mesures de tri au niveau des DASRI. Diapositive suivante. Et aussi, on accompagne les établissements donc par l'intermédiaire de conseils, d'audits, de sensibilisation, que ce soit sur le tri des déchets, que ce soit en DASRI, DOM, déchets chimiques, déchets recyclables ou autres. Tout ce qui est également en conformité des emballages DASRI, soit les sacs, les cartons, les fûts, les collecteurs de PTC,
et également tout ce qui est collecte interne des déchets, circuit de collecte interne, les locaux de stockage intermédiaires et centralisés, et ensuite tout ce qui est parti en dehors de l'établissement, sachant que l'établissement reste responsable du déchet jusqu'à son élimination. Il convient de s'assurer à ce que le prestataire fasse correctement son travail en termes de traçabilité, en termes de délai de destruction entre la production du déchet et son traitement final. Respect également de l'arrêté TMD, transport matières dangereuses, que ce soit les colis transportés, les véhicules, formation du chauffeur, et également au niveau de l'installation destinataire, que les déchets soient traités correctement. Voilà, j'en ai terminé, merci. Merci beaucoup pour votre présentation et notamment tout l'accompagnement fait auprès des établissements. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Tu me confirmes, Sandrine, c'est parfait. On va poursuivre. Et donc, je laisse la main au docteur Lecoq. Alors, Muriel, est-ce que vous souhaitez que je projette la vidéo? Oui, volontiers. Bonjour à tout le monde. Peut-être un mot d'introduction de la vidéo? Oui, juste l'idée c'était de faire un retour d'expérience. On suit un geste technique auprès d'une infirmière et puis autour d'un pansement et puis on essaie de voir quelle filière est choisie. On va accompagner ces différentes éliminations et voir le trajet en pratique dans un établissement de santé, sachant que ce qu'on a compris à force de travailler sur les déchets, qu'il faut connaître sa filière et surtout l'élimination avant de réfléchir sur le tri, parce que si ce n'est pas possible de le valoriser dans l'environnement dans lequel on est, ça n'a pas forcément d'intérêt de réfléchir à un tri si derrière on n'en fera rien et on remettra tout ensemble. Mais voilà, une petite récréation filmée et je vous laisse la main s'il vous plaît, Madame Auxil, parce que je n'ai pas le film vers moi. Pas de souci, je projette. Merci. Alors ne soyez pas surpris, il me semble qu'il n'y a pas de son, hein, vous me confirmez, à la vidéo. Oui, on avait mis une petite musique, mais qui n'était pas très entraînante. Donc, on a mis quelques petits textes sur, voilà, réflexion d'un pansement. On est dans un service, on montre le chariot qu'on utilise, les supports de sac avec le support d'asserie et le support de déchets, anciennement appelés ordures ménagères, et au-dessus, le support de collecteur. Accoupant, voilà un pansement, c'est un geste classique qui nécessite pas, qui n'a pas de risque infectieux et qui ne nécessite pas autre chose. Et puis une stomie, pour ceux qui ne savent pas, là c'est une colostomie, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des selles qui sont recueillies. Et là aussi c'est assez banal, on a beaucoup de bactéries dans une stomie, mais on n'a pas forcément de risque infectieux. Vous voyez que beaucoup de choses peuvent être éliminées dans un sac de couleur noire, c'est-à-dire. Et puis là, c'est un tri plastique parce que on a une filière plastique. Ensuite, le support, le chariot, bien, il est rapproché pour ne pas trop mobiliser à la main. Il est rapproché d'une collecte intermédiaire. Et on aura comme ça le moyen d'évacuer à proximité les différents sacs et les différents déchets qui sont produits à la source. Et ensuite, on aura l'élimination définitive à la gare d'étage, à gare logistique. Ça, c'est la deuxième étape. Les sacs eux-mêmes sont emmenés et éliminés à la gare d'étage. On voit qu'on sépare le linge, les déchets, plus ou moins. On arrive à la gare d'étage dans laquelle il y a tous les contenants en attente pour pouvoir éliminer dans chaque contenant. Je suis désolée, on va un peu vite dans cette vidéo, donc, mais n'ayez pas mal au cœur. Les dasseries dans un récipient, un contenant dasserie, et les non-dasseries dans l'autre. Et ensuite, sur la plateforme qui est sur un parking chez nous, on aura un système de wagonnets qui va permettre à nos
professionnel d'emmener sur la plateforme avant levage ces différents déchets. Donc, on va suivre le parcours à partir d'ascenseurs qui sont que des ascenseurs techniques dans notre établissement. Il n'y a pas de patients et pas de visiteurs. Et le wagonnet qui va arriver en passant par les couloirs du sous-sol sur notre plateforme parking. Le compacteur, donc plus rien n'est manipulé à la main, vous l'avez remarqué, et tout est automatisé ensuite. C'est ce qui nous permet aussi de réfléchir, grâce à cette automatisation, à la notion de maîtrise du risque infectieux par rapport aux professionnels. Et là, c'est par contre le local sécurisé où on a une traçabilité du déchet et on installe dans un local sécurisé le DASRI qui sera ensuite récupéré par notre prestataire pour une incinération. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, Madame Lecoq, préciser enfin voilà, le travail de sensibilisation, d'éducation aussi grâce à cette vidéo qui peut être fait sur les opérateurs en aval de filière. Oui, on a le souhait d'expliquer. C'est toujours difficile d'expliquer à des non-professionnels de santé la notion de réflexion sur le déchet lui-même et le risque en aval. Et pour expliquer aux opérateurs d'aval qu'on fait un tri réfléchi, il faut pouvoir leur montrer la dynamique qu'on a dans l'établissement, et on pensait utiliser pour illustrer ce type de petites capsules vidéo pour pouvoir être partenaires. Et notre souhait, c'est de les rassurer et de rassurer l'aval par rapport à ce qu'on peut produire comme déchets, sachant qu'on le producteur, l'infirmière, l'aide-soignante, le médecin, les producteurs sont sensibilisés à maîtriser le risque dans le tri aussi. Merci beaucoup. Sandrine, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y a une question alors là, qui porte sur le transport. Quand on a un établissement qui a plusieurs sites, la question est, est-ce qu'il peut transporter les cartons d'Asri, j'imagine plein, sinon il n'y aurait pas de question, sur route avec un conducteur sans formation spécifique jusqu'au site où le prestataire vient récupérer les cartons d'Asri? Alors, pour une personne non formée, non autorisée, après, ça c'est réglementaire, c'est-à-dire que le transport de d'Asri, ça reste des déchets à matière dangereuse, donc soumis à l'ADR. Et donc aujourd'hui, un professionnel de santé, un producteur, peut transporter jusqu'à 15 kilos. Au-delà, il faut passer par une société de collecte et de transport. Donc aujourd'hui, par exemple, un professionnel libéral qui a des petites quantités, des petites productions, qui souhaite ramener ses cartons dans un centre de regroupement d'Asri, il peut le faire sans souci à partir du moment où ça dépasse pas 15 kilos. Et on a une question enfin non, une précision qui dit que voilà, les sachets de compresse, il faut faire attention à bien séparer les bimatières. D'accord. Merci beaucoup. Eh ben, on va passer, si vous le voulez bien, au retour d'expérience de Madame Bouchra, CHU Besançon. Madame Bouchra, est-ce que je peux vous laisser projeter? Je vais essayer. Vous me dites, hein. Oui, mais j'essaye de partager mon écran. Attendez, je fais juste une vérification.
C'est Est-ce tout que bon, vous on voit votre écran. voyez que mon diaporama? Parce que moi, On, j'ai deux écrans, donc on voit votre diaporama ouvert avec l'ensemble des diapositives et des notes. Donc vous pouvez le là, c'est mettre, bon? vous l'emprochez. Voilà, exactement, c'est parfait. Eh ben, parfait. Donc, là, je suis Aurélie Bouchera, je suis référente déchets au CHU de Besançon. Je fais partie de la direction des services hôteliers et des achats. Et dans cette direction, on a une cellule logistique environnement, dont j'en fais partie. Il y a un terme que j'utilise beaucoup dans ma profession, c'est le monde du déchet est un monde qui est local. Et je crois que Madame Lecoq a bien redit qu'il faut regarder un peu ce qui se passe autour de soi avant de mettre en place des filières pour savoir si on peut réellement les mettre. Donc nous, les partenaires internes que l'on a identifiés, ce sont déjà tous les personnels des services. Je crois que sans les services, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que le personnel, c'est du personnel soignant, médico-technique, technique, logistique, administratif, la cuisine, la blanchisserie, les jardiniers. Je crois qu'il y a un certain panel de personnel. C'est un acteur qui est essentiel au tri. Si vous n'avez pas cet acteur qui est volontaire et concerné, c'est compliqué. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je dis chapeau à eux parce qu'on leur demande tellement de choses merci à eux. On a aussi le service d'hygiène avec qui on travaille sur la rédaction des protocoles, sur leur application, sur le choix des conditionnements, sur la veille réglementaire, où là, c'est un partenariat, donc oui, avec le service d'hygiène. Donc moi, je travaille pour ma part beaucoup avec une infirmière en hygiène qui est spécifique dans les blocs, mais avec lequel on arrive à regarder les nouvelles recommandations et voir ce qu'il est nécessaire de faire avant, avant de pouvoir l'appliquer partout, dans tous les services. Et puis ma direction, quand même, la direction des services économiques, parce que quand on veut travailler sur une filière de tri des déchets, il faut déjà savoir ce qui existe. Si on a déjà des contrats avec des sociétés, si on a déjà des conventions, on parlait d'éco-organismes, donc on a des conventions avec les éco-organismes. Et puis aussi les factures. Si un jour vous voulez travailler sur des filières, regardez les factures, ça vous donne déjà une indication de ce qui est mis en place, de combien ça coûte, parce que parfois on a des services qui veulent mettre en place une filière. Alors j'ai aussi ma casquette coût, il y a pas, on me demande ma casquette respect des protocoles, mise en place de tri, mais il y a aussi la casquette économique. Et puis parfois nos déchets ils vont traverser toute la France pour être triés avant d'être valorisés matière, valorisés financière, et puis on se rend compte qu'au final on met tout dans la même poubelle. Là, ça peut être des expériences. La direction, elle va aussi établir la stratégie. Alors, quand on parle de stratégie, c'est qu'on a tous des volets éco-responsables dans nos projets d'établissement pour les établissements de santé. Et puis, les EMS, ça doit être aussi projet d'établissement. Donc, voir déjà aussi ce qui existe déjà dans ces volets éco-responsables. Et puis, il faut de la communication entre l'acheteur et les acteurs opérationnels. Donc, nous, on a un acheteur avec qui on communique énormément et on travaille énormément. Je pense qu'on a une chance d'avoir cet acheteur qui prend tout le côté opérationnel. Il n'y a pas que le côté administratif et le côté achat. Et je trouve que ça, c'est primordial. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, en fait, d'avoir une équipe qui est relativement variée. Au niveau de nos compétences. Et puis, il y a la cellule logistique environnement, c'est la note de cellule. Donc, on est 2 référents de déchets où on va avoir la fonction de mettre en place les filières de déchets, de regarder les collectes internes, de mettre en place les collectes internes, de réaliser des sensibilisations, de réaliser des audits, de s'occuper de la veille réglementaire. Et puis, donc, dans les sensibilisations, on a mis en place une nouvelle modalité de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on fait des séances info-déchets. Donc là, ce que vous voyez en photo, c'est notre chariot, le chariot qu'on a adapté avec notre diaporama manuel. C'est-à-dire qu'on a un chevalet en format A3, on n'a pas besoin de vidéoprojecteur, on n'a pas besoin d'ordinateur. Comme ça, on peut se mettre au plus proche des sites de production de déchets.
C'est-à-dire que c'est des séances qui durent 20 à 30 minutes avec le personnel qui est présent. Alors, bien sûr, hein, on n'y va pas comme ça par hasard. On est invité par les cadres administratifs, les cadres de santé. Et puis, on a déjà été au sein d'une cuisine, alors bien sûr avec bien sûr protection, bien respect des règles de gestion de la cuisine, mais dans les circulations des blocs opératoires, dans les laboratoires, dans une salle de soins, voilà. Et on fait ces infodéchets. On a commencé en 2024 et on a formé 610 personnes en 50 séances, ce qui a permis de rappeler les règles de tri, les règles du risque infectieux. Là, vous voyez, sur notre chariot, on a beaucoup de collecteurs à objets piquants, coupants, tranchants, parce qu'on rappelle la bonne utilisation, on rappelle la fermeture provisoire, la fermeture définitive, où c'est souvent très oublié. Donc voilà, donc là, c'est des séances infodéchets. Et puis, on a les partenaires externes avec lesquels on travaille de façon vraiment partenaire, afin, pour les prestataires de collecte et de traitement des déchets, qui vont nous mettre à disposition du matériel, le transport des déchets, l'élimination des déchets. On va aussi essayer d'anticiper les évolutions réglementaires, parce que ça bouge quand même dans le déchet. Et puis, comme on est des gros producteurs, on a produit 2300 tonnes de tous déchets confondus. Donc, c'est relativement important d'avoir des échanges réguliers avec ces prestataires de collecte et de traitement, et puis des suivis de prestations. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas faire un prestataire. Je pense qu'il faut regarder comment c'est fait au sein de son établissement, mais également vérifier les factures, hein. Une facture, alors je le dis souvent, mais une facture, c'est vraiment un point d'entrée dans comment ça se passe pour ces filières de déchets. Et puis, on établit des axes d'amélioration. Puis, on a les éco-organismes. On a eu une présentation sur les éco-organismes. Les éco-organismes, oui, je pense qu'il faut aller vers les éco-organismes parce qu'on paye déjà le traitement du déchet quand on achète un matériel. C'est encore dommage de repayer le traitement du déchet si on ne passe pas par les éco-organismes. Alors après, oui, c'est sûr, il peut y avoir des contraintes, des modalités de collecte qui peuvent être parfois fastidieuses. Donc, en éco-organisme, je voulais revenir sur Refashion. Refashion, on travaille avec Refashion pour le linge trouvé à la blanchisserie du linge on a des patients où le linge peut partir à la blanchisserie, le linge il est perdu, mais par contre, on peut travailler avec Refashion. Par contre, pour le linge, on travaille aussi avec des associations qui récupèrent du linge, mais en très bon état, qui ne sont pas marqués au nom du patient, donc parce que dans les EHPAD, ils sont marqués au nom du patient, du résident. Donc, on travaille pour notre part avec le Secours populaire de Besançon, et ils sont contents de récupérer du linge en bon état, par contre, hein. Voilà. On a aussi un échange inter-établissement. Je pense que ça fait 7-8 ans qu'on a mis en place, qu'a été mis en place une liste d'emails d'une 50aine d'établissements de santé en France sur laquelle on envoie nos questions et puis en fonction des problématiques, certains les ont déjà rencontrées, donc il y a des réponses. Ça permet un partage d'expérience, ça permet aussi une aide à la résolution de problèmes parce que, alors c'était au moment de Covid, quand Covid est arrivé, donc en 2020, c'est arrivé par Mulhouse et à Mulhouse, ça a été les premiers donc elle nous a partagé son expérience et je pense que ça a permis d'amplifier encore ce partage d'expérience. Et puis, nos partenaires institutionnels, parce que l'ADREAL, ils viennent nous voir de temps en temps dans le domaine du déchet. L'ARS, on a également des contacts. Et puis, le CEPIAS, l'ADEME. L'ADEME, je trouve qu'on trouve énormément d'informations sur l'ADEME par rapport aux déchets. L'ANAP est un outil formidable. J'ai une remarque à faire à l'ANAP. C'est que votre questionnaire, il peut être téléchargeable, sauf que quand vous avez des questions à choix multiples, les choix multiples ne sont pas téléchargeables. C'est-à-dire qu'on ne peut répondre aux choix multiples que quand on est devant l'écran. Je trouve que ça peut être un souci quand on est plusieurs à devoir répondre. Ok, et puis, je prends note, merci. Mais de rien. Donc, nous, on a créé un document Word sur le score des déchets afin de pouvoir… On aurait pu vous l'envoyer. Oui, mais okay. bon…
Faut pas hésiter, c'est pour ça que je donne Oui, mon adresse mail. Faut pas hésiter, mais je vais faire remonter l'information pour que ça puisse être téléchargeable. Vous parlez bah en euh, fait, des des listes de préambules? réponses, où des Ouais, fois on a 5, 6, 7 réponses avec oui, où c'est très long les réponses, mais voilà. Et là, c'est ok. pareil, ça c'est pour les autres établissements qui peuvent avoir peur quand on ouvre le score DD, qu'il faut s'identifier. Je pense qu'il faut utiliser l'identifiant anonyme en mettant des zéros, et ça permet d'aller découvrir le score DD sans forcément s'identifier. Alors, je Est-ce vais que c'est dire encore non, faisable? surtout pas. Ah bon? Surtout pas. L'identifiant avec que des zéros est systématiquement exclu de la base. Oui, mais c'est Euh, quand on veut quand on veut aller découvrir. Parce que ça fait peur de mettre son numéro de finesse. On se dit, mais est-ce que quelqu'un d'autre l'a déjà mis ou pas? C'est surtout Ah, une mais il y a aucune. découverte. Enfin, ce sont des données qui sont sur une seule et même plateforme qui est celle de la NAP et sur lequel il y a pas besoin d'avoir peur. Nous, on Non, non, ne. mais, Je me permets juste de ah, préciser, mais on ne. Enfin, c'est un outil qui est pour les établissements et qui n'est en aucun cas, comment dire, exploité à d'autres fins. Voilà, du alors, en coup, fait, je vais repréciser ma remarque. C'est dites-moi. quand on est un établissement, Ouais. parfois, eh ben, on est plusieurs à aller remplir des données. Et quand on veut aller découvrir les données et qu'on ne sait pas si c'est notre rôle, hein, quelqu'un a tout à l'heure posé la question, qui doit faire cette évaluation? Mais pour aller découvrir, il faut rentrer donc ce fameux numéro de finesse. Et parfois, on n'a pas ces numéros de finesse. Et donc, on est bloqué. On est bloqué. Donc, c'est surtout ça, en fait, les numéros, quand je dis anonymes, ça permet d'aller découvrir et toutes les questions sans forcément avoir à répondre. C'est pas la peur du résultat, hein. Ah C'est oui, vraiment oui, la d'accord. découverte, en fait. D'accord. Parce que moi, j'ai déjà eu des questions d'établissement, comment dire, de personnes en équipe opérationnelle d'hygiène en formation qui me disent, mais comment je trouve le numéro de finesse? C'est pas des données qu'on peut avoir nous, mais ça m'intéresse d'aller voir ce qu'il y a dans ces scores. Voilà. D'accord. D'accord, C'est d'accord. très, mais pas du tout la peur du résultat. Et Ah non, puis, non, ce que j'allais dire, pas c'est du tout. vraiment un outil qui est mis à Non, non. disposition gratuitement et Ah qui oui, vous oui. sert à vous, pas à nous. Du coup, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de sanction. Non, mais On est une agence publique où on n'est pas, voilà, c'est pas une agence de contrôle, je le précise. Donc voilà, non, 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 en aucun cas, voilà, je me permets de préciser, on ah n'est oui, pas une non, pas de agence de problème. contrôle, tout à fait. Donc voilà, et puis c'est vrai que sur la NAP et la plateforme, on va souvent rechercher des bonnes pratiques et puis on contacte les établissements. Donc je pense que ça, c'est à développer. Et puis voilà, donc, mais par contre, c'est vrai que les facteurs clés de réussite de mobilisation de partenaires internes et externes, alors il faut une gouvernance claire avec des responsabilités connues, c'est qui fait quoi. Parce qu'on est quand même, on peut être nombreux, de nombreux acteurs en interne sur la gestion des déchets. Donc ça va de là, comme je vous l'ai dit, à la direction des services économiques ou alors les services de santé. Et puis des objectifs partagés. Est-ce qu'on cherche à réduire nos déchets? Les réduire par rapport à quoi? Est-ce qu'on cherche à améliorer le tri des déchets? Est-ce qu'on cherche à réduire la facture? Puis des indicateurs de suivi, hein, donc le tonnage, le coût, le kilo produit par journée d'hospitalisation. Dans les grands établissements, c'est quelque chose que l'on peut suivre. Et puis, c'est un travail d'équipe. Je pense que le déchet, on peut pas, comme dans beaucoup de domaines, on peut pas travailler tout seul dans son coin et puis faire sa mise en place de filière et puis se rendre compte, comme vous l'avez dit, Madame Lecoq, qu'au final, ça va dans le même sac. Où là, c'est démoralisant. Et les acteurs comment dire, le personnel de santé qui se rend compte de ça, est vraiment démobilisé après, hein. Voilà. Et donc, en fait, la gestion des déchets, pour ma part, ça concerne tout le monde. Et je le répète, hein, c'est un monde qui est local et que le verre médicamenteux, je pense que c'est quelque chose qu'on attend. On avait déjà discuté en réunion. C'est quelque chose qu'on attend. Et en fait, ce qui peut tromper, c'est que sur le guide de tri de Citeo, le verre médicamenteux des ménages va dans les bornes à verre
Et donc, en établissement de santé, le personnel me dit, mais bon, moi, mon verre, je le mets dans ma borne à verre. Pourquoi on le ferait pas ici? Eh ben oui, mais ça marche pas forcément comme on le fait chez soi. Et ça, c'est aussi une difficulté. C'est de définir ce qui est fait chez soi n'est pas forcément toujours ce qui est fait en établissement de santé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais enlever le partage de mon écran. Merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, je partage, c'est parfois difficile à comprendre pourquoi certaines pratiques se font chez soi et pas dans nos établissements. Est-ce que, alors, le temps qui nous reste est ouvert. N'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions via le chat ou directement prendre la parole. Voilà, c'est un temps ouvert pour répondre à vos questions ou tout simplement si vous souhaitez réagir à une présentation. Vous pouvez également faire part de votre propre expérience. Alors, je vois Madame Colette qui dit qu'on a tout faux avec le verre médicamenteux, mais je pense qu'il faut recroiser avec la structure que vous avez identifiée. Oui, Madame Bouchra. C'est ce que j'allais Bon, dire, en fait, voilà. Christelle, nous, on avait essayé avec le cyber et ils ne l'acceptaient pas. Il y avait trop de produits encore à l'intérieur. Mais voilà, mais je pense que enfin, vous avez intérêt comment dire, à recontacter le site EVOM. Et puis, ça dépend aussi quelle quantité vous avez. Alors, pour répondre à une des questions, le verre médicamenteux a une composition qui n'est pas la même que le verre alimentaire. Et donc, c'est pour cela qu'il y a deux filières différentes. Alors, quand c'est en très très petite quantité, donc du style chez le particulier, il n'y a pas de souci. Ça peut, on va dire, ça peut être on va dire une matière qui va être, on va dire, masquée dans la quantité de verre, on va dire alimentaire. Pour nous, établissement de santé, c'est l'inverse, hein. Du coup, on peut pas, voilà, on peut pas le mettre en même temps que le verre alimentaire. Donc, à ce jour, vous avez dans le sud de la France Suez qui a mis en place, on va dire, on va dire des collectes à Carcassonne, par exemple. Vous pouvez les regarder sur le site de l'ANAP. On a fait une fiche de bonne pratique, mais c'est vraiment localisé dans le sud de la France avec Suez. Et toujours dans le sud de la France, on va dire plutôt du côté de Tarascon, les Bouches-du-Rhône, vous avez un organisme qui centralise. C'est Chimirec, mais voilà, vous l'aurez compris, ça n'a pas d'intérêt de faire transporter le verre médicamenteux d'une région à une autre. Mais soyez à l'affût. Dans très très peu de temps, il y a une filière verre médicamenteux qui va être mise en place de façon nationale. Voilà. Pour l'instant, c'est encore un tout petit peu tôt, mais dans quelques mois, c'est parti. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur le risque d'explosion lors de l'incinération de ce verre médicamenteux. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, pas à ma connaissance. Il n'y a pas de risque de... Non, Moi non plus. non, non. Puisque... Monsieur Triquet, ça vous... Peut-être Non. que... Non, ça vous parle pas. Bon. Non, il y a simplement faire attention sur les pacemakers, simplement, si les personnes se font incinérer en crématorium, là, il y a des risques de l'explosion du four du crématorium. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions?
Alors là, nous avons une bulle à verre dans notre établissement. Il ne faudrait pas mettre ce verre dans la bulle. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Est-ce que la personne parle, on va dire, des containers, enfin peut-être qu'une bulle à verre, c'est un container? Ah! Alors du coup, c'est pour le verre alimentaire, je pense. Parce que voilà, ce que l'on trouve dans les villes, que ce soit en terré ou en extérieur, c'est des containers à verre alimentaire. Euh, et donc, c'est pour ça que dans ces gros containers, il est bien précisé, par exemple, que la céramique ne doit pas faire partie, ne doit pas être mise en même temps, que les ampoules ne doivent pas être mises en même temps, etc. Donc, est-ce que une bulle à verre? Oui, donc là, je sais pas je sais pas ce que c'est qu'une bulle à verre. Mais en plus, là, ce que la personne a l'air de préciser, c'est que du coup, c'est une seule et même filière. Oui, enfin, je prends juste la parole pour les bulles à verre. C'est les bulles à verre, je pense, collectées par les collectivités locales qui collectent tout ce qui est verre ménager. Mais moi, la consigne que je donnais dans les établissements, c'était tout ce qui était verre médicamenteux vide pouvait partir dans le verre. Faudrait que je renseigne auprès du CITOM pour l'instant, c'était sur le Jura, sur le département du Jura, s'ils prennent en compte, mais on écartait tout ce qui était vers médicamenteux. Les médicaments very fragiles partaient en collecteur d'aiguilles et tout ce qui était médicaments avec présence de tête de mort partait en dasserie, mais pas en voilà, uniquement voilà. Il fallait que le flacon soit vide pour qu'il puisse éliminer en verre de déchets ménagers, mais en l'absence de filière, on n'a pas sinon d'autres filières, sinon ça partait en dasserie. Et le coût d'élimination, on a un tonnage qui est très, très important. Bonjour, c'est le CH de Lons-le-Saunier, la pratique qu'il vient de dire, Monsieur Triquet. En pratique, cette pratique-là se trie des verres médicamenteux sur le CH de Lons-le-Saunier, sous les recommandations de Monsieur Triquet et puis Monsieur Bruno Janier, le référent environnement. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres réactions, je vous propose de clôturer ce webinaire. En tout cas, merci à tous. Ah, une autre question. Du coup, ce verre va en dasserie. Enfin, pour le coup, je pense qu'il faut voir si il n'y a pas d'autres solutions à, à proximité et puis dans pas si longtemps que ça, la NAP nous disait tout à l'heure que bientôt il y aurait une filière dédiée. Donc, je pense que voilà, ça va solutionner l'élimination de ce type de déchets de manière assez globale pour tous les établissements. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le verre médicamenteux blanc et le verre marron? Oui, tout à fait. Le verre marron, en général, ne se recycle pas bien. Voilà, du coup, c'est uniquement le verre blanc qui sera recyclé. Merci beaucoup pour votre réponse. Je crois que c'est tout bon. Donc, voilà, nous tenons bien sûr à vous remercier tous pour votre participation à ce webinaire. Un grand merci aussi à chacun des intervenants pour vos présentations, vos retours d'expérience qui, je l'espère, vont voilà, pouvoir bénéficier à moyen terme aux établissements qui souhaiteraient se lancer dans un pilotage de leur filière déchets.
Et donc, je vais clôturer ce webinaire. Je reprécise, oui, que les présentations vous seront partagées et que je l'espère, le replay aussi de ce webinaire, si tout fonctionne bien et si la technique est avec nous, voilà, pourra vous être transmis, notamment à ceux qui n'auront pas pu participer. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci à vous.